Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'aspect neuropsychologique du langage. Vous vous demandez peut-être quel rapport il y a entre la langue et la neuropsychologie, mais tout simplement que le langage dépend du cerveau. Parler couramment, c'est une question de réflexe. Si ce n'est pas du réflexe, on est obligé de s'interrompre pour parcourir sa mémoire à la recherche du mot juste ou de la forme grammaticale correcte, et on ne parle pas couramment. En fait, dans le langage, il y a deux sortes de réflexes. Il y a les réflexes premiers et les réflexes seconds. Les réflexes seconds ont pour seule fonction d'inhiber les réflexes premiers. Le langage est régi par une tendance très puissante à repérer des signes linguistiques et à les généraliser à la totalité de la langue. Par exemple, en français, pour former le comparatif, on utilise le mot « plus ». On dit plus grand, plus beau, plus cher, plus petit, etc. Alors l'enfant repère ce signe, comprend sa signification et le généralise. Il dit « plus bon ». Alors là, il y a deux choses possibles. Ou bien le milieu intervient et lui dit « on ne dit pas plus bon, on dit meilleur ». Et à force de le répéter, l'enfant enregistre la forme correcte. Ou alors on ne dit rien, mais l'enfant se rend compte par lui-même que les gens ne disent pas plus bon, disent meilleur. Et comme il n'a pas envie de paraître bizarre ou saugrenu, il les imite. Là, vous avez les deux réflexes. Le réflexe premier est de dire plus bon. Et le réflexe second, c'est d'inhiber cette forme. Si vous voulez, le réflexe second agit un peu comme un programme de correction dans un traitement de texte. Ou alors c'est un peu comme un sens interdit avec déviation vers la forme correcte. Alors, ce système, vous le trouvez dans la totalité du langage. Tous les enfants commencent par dire « vous disiez, vous faisiez ». Pourquoi ? Parce qu'ils ont repéré que dans la structure « vous » est dans « vous jouez »,« vous rigolez »,« vous expliquez », etc. Et ils la généralisent. Et c'est à force de correction que on arrive au langage correct. Ce même principe que, soit dit en passant, Piaget avait appelé assimilation généralisatrice, on le retrouve aussi bien sûr dans les langues étrangères. Contrairement à une idée très répandue, la tendance à généraliser les éléments assimilés est beaucoup plus puissante que l'influence de la langue maternelle. Par exemple, les anglophones qui apprennent le français ont tendance à dire « si j'aurais », si je ferais. Alors que si l'influence prépondérante est celle de la langue maternelle, ils utiliseraient l'imparfait, puisqu'en anglais on dit « if I had », si j'avais. Alors qu'est-ce qui se passe ? Eh bien tout simplement que quand on conçoit une idée qui est considérée comme non réelle, mais comme espérée ou imaginée, ça fait vibrer dans le cerveau l'ambiance conditionnelle. Et en français, le conditionnel est marqué par la lettre R, le son R, avec les terminaisons de l'imparfait. Ce qui différencie je dirais de je disais, c'est ce son R. Alors, quand l'étranger dit ça, eh bien, il suit son mouvement naturel et il faut installer après si, de nouveau, un sens interdit et la déviation vers la forme correcte, l'imparfait. C'est donc le réflexe second. Mais ces réflexes seconds sont des réflexes conditionnés, ils sont toujours très fragiles. Un peu d'alcool ou une forte émotion, et même un instituteur arrive à dire « si j'aurais ». Voici un autre exemple. Dans la région où j'habite, il y a énormément de gens de langue allemande. Et parmi ces personnes, il y en a beaucoup qui parlent un excellent français parce que ce sont des gens qui sont là depuis plus d'une trentaine d'années et qui utilisent le français tous les jours. Et pourtant, il y a une faute qu'ils font tous. Ils disent « en eau » au lieu de « en haut ». Pourquoi ? Parce qu'ils ont remarqué qu'avec la préposition « en », devant une voyelle, on met le son « n ». En Italie, en été, en amour, en utilisant, etc. Alors ils le généralisent, ils disent en eau, en Hongrie, en Hollande, en hachant menu. Et là, on voit bien que ce n'est pas la langue maternelle qui est l'influence de la langue maternelle qui est prédominante, puisque dans leur langue, le H se prononce, et ils savent que ces mots commencent par H. Donc ils diraient en Hollande, en Hongrie. Alors vous voyez cette
tendance très puissante à l'assimilation génératrice, elle est importante dans le domaine qui nous occupe parce que l'anglais se trouve être une langue où elle est constamment contrariée. C'est une des raisons pour lesquelles je vous ai dit à plusieurs reprises que l'anglais était une langue mal adaptée à la communication internationale. L'autre raison, c'est son flou, dont j'ai donné plusieurs exemples dans les émissions précédentes. Mais bon, revenons-en à la tendance de l'anglais à contrarier cette tendance à généraliser les éléments repérés comme significatifs. En français, il n'y a aucune difficulté à passer de incapable à incapacité. Et c'est la même chose dans la grande majorité des langues. Vous avez un préfixe qui indique la négation. Par exemple, un en allemand, nie en russe, pu en chinois, et c'est toujours régulier. En anglais, c'est tantôt un, tantôt in. On dit invisible, invisibility, mais unsuitable, unsuitability. Et alors ce qui est grave, c'est que parfois pour la même notion, le préfixe change. Par exemple, incapable, c'est unable, mais incapacité, inability. Et c'est comme ça pour toutes sortes d'aspects de la langue. Ces obstacles qui sont mis sur le chemin du mouvement naturel du cerveau cherchant à s'exprimer a pour effet de ralentir l'acquisition de la langue et de réduire les chances qu'on a de s'exprimer avec aisance quand on parle anglais. Une autre caractéristique de l'anglais qui la rend moins apte à permettre la communication internationale que d'autres langues, c'est qu'elle utilise beaucoup moins la dérivation que les autres langues. Dans lunaire, il y a lune. Dans désarmement, il y a arme. Dans annuel, il y a année. Dans dentiste, il y a dent. Et c'est la même chose dans la grande majorité des langues. Prenons dentiste, en allemand on dit Zahnarzt, en persan dandansaz, en japonais haisha, en malais gigi, docteur gigi. Mais en anglais, dentiste se dit dentist et dent tooth, teeth, aucun rapport. La même chose, lunaire se dit luna, mais lune se dit moon, aucun rapport. Aucun rapport entre weapon, qui veut dire arme, et disarmament. Aucun rapport entre annual et year, qui veut dire année. Vous voyez, ça n'a l'air de rien, mais ça complique énormément l'apprentissage de la langue parce que ça surcharge la mémoire. En plus, l'anglais a cette particularité très bizarre dans le panorama des langues de ne pas avoir de principe assimilateur. L'anglais est une langue qui n'assimile pas mais qui juxtapose. Pour dire fraternel, on peut dire fraternal, mais aussi brotherly. Pour dire liberté, on peut dire liberty, mais aussi freedom. Alors pour nous, occidentaux, c'est pas très grave, parce que nous connaissons d'avance un des deux mots selon que nous sommes de langue germanique ou de langue romane. Mais pour un Tchèque, un Éthiopien, un Thaï, ça fait chaque fois deux mots à apprendre, là où dans sa langue il n'y en a qu'un, ou deux mots dérivés d'une même racine et donc beaucoup plus facile à retenir. Et cette tendance qu'a l'anglais à contrecarrer le mouvement naturel du cerveau, vous le retrouvez bien sûr dans le domaine de l'orthographe. Pour ne prendre qu'un exemple, le groupe O-U-G-H a 7 prononciations. Though, tough, through, bought, cough, thorough, plow. Comme vous voyez, du point de vue neuropsychologique, l'anglais est vraiment pas la langue qu'il fallait choisir pour la communication internationale. Voilà, je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission où nous parlerons de langage et de programmation génétique.